Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Bonjour une fois encore et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le Conseil des ministres de jeudi a examiné et adopté sur décret relatif à l'organisation des élections régionales et législatives. La date des élections législatives et régionales est fixée au samedi 13 avril 2024. Les deux scrutins seront donc groupés. La campagne électorale aura lieu du 28 mars au 11 avril 2024. Pour analyser toutes ces décisions, je reçois ce matin sur notre plateau M. Gérard Adja, secrétaire exécutif de la DMP. M. Adja, bonjour. Bonjour Norbert. Alors, bonjour à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs. Alors, ces auditeurs et auditrices auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Nestor Blo assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, M. Adja. Merci pour la disponibilité. Alors, que retient la DMP des différentes annonces électorales faites hier en Conseil des ministres? La DMP retient que le pouvoir togolais, qui a pris le temps d'appauvrir les citoyens, veut faire la politique de le chien aboie, la caravane passe, et travailler pour la minorité et pour la conservation du pouvoir. C'est ce constat que nous pouvons faire après les 6 décrets pris hier en Conseil des ministres pour lancer les opérations électorales de 2024. Alors, vous avez demandé le chronogramme. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le chronogramme, ce n'est pas ce qui est annoncé hier. Le gouvernement a convoqué le corps électoral. Il appartient maintenant à la CENI de nous communiquer son chronogramme, c'est-à-dire la façon, les périodes à laquelle les choses devront se faire jusqu'aux élections. Nous attendons cela. Et le fait que les élections soient fixées sur le 13 avril, bon, c'est un fait. Et ça aussi démontre que depuis toujours, la parole du chef de l'État n'est pas respectée. Puisque en 2023, le chef de l'État avait fait un discours en disant que les élections, l'année 2023 était une année électorale. Ça n'a pas été le cas. Tout dernièrement, en décembre, le chef de l'État a indiqué également en Conseil des ministres que les élections législatives et régionales devraient se dérouler avant la fin du premier trimestre. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire que bon, les gens s'en foutent et ce n'est pas normal. Je voudrais interpeller le chef de l'État par rapport à ça. Il est le président de la République. Quand il dit quelque chose, il faut qu'il veille que sa parole soit exécutée. Bon, maintenant... Alors, quand on dit que la campagne commence déjà à partir du 28 mars, on est toujours dans le premier trimestre. Et puis on n'a pas dit, il n'avait pas dit que la campagne devrait commencer à partir du 28 mars. Il avait dit que les élections devraient se tenir dans le premier, avant la fin du mois de mars. Bon, ça, ce n'est pas un problème. Mais ce qui constitue le problème, c'est que nous attendons de voir si, avec cette annonce, cette fixation de la date des élections sur le 13 avril, est-ce que le gouvernement et la CENI vont permettre de faire une révision électorale? Parce que les derniers recensements ont eu lieu à partir du, je crois que c'était à partir du mois d'avril 2022. Et à ce jour, bientôt un an, beaucoup de Togolais qui n'avaient pas 18 ans ont 18 ans aujourd'hui. Et les nombreuses Togolaises et les nombreux Togolais qui avaient été laissés sur les carreaux attendent qu'on ouvre une révision électorale pour qu'ils puissent s'inscrire eux aussi. Parce qu'on ne peut pas priver les Togolais de leur droit de vote. Donc nous attendons que la CENI communique le chronogramme et on appréciera par rapport à cette date qui a été fixée. Nous aurions aimé que toute cette décision soit prise de façon
collégiale, c'est-à-dire que sous forme d'un compromis politique. Et c'est pour ça que nous avons toujours appelé à une assise. Parce que le gouvernement a perdu sa légitimité depuis quelque temps, avec l'arrivée à échéance du mandat de l'Assemblée nationale. Et donc si les choses devaient se faire, ça doit être un compromis politique, pas compromis politique. Mais le gouvernement fait la sourde oreille et fait les choses tout seul. Alors, comme si le chien aboie, la caravane passe. Monsieur Adja, vous l'avez si bien dit, vous qualifiez le gouvernement d'illégal et d'illégitime, mais ce gouvernement vient de fixer les conditions des élections. Est-ce qu'il faut dire que ce sont des décisions illégales et illégitimes aussi? Bon, c'est le gouvernement qui a pris les décisions. On nous l'impose parce qu'il se croit tout fort et la grande majorité des Togolais ne savent plus à quel sens se vouer. Bon, on est obligé de faire ce que le gouvernement nous dit que c'est de faire. Ce qui veut dire que mais il faudrait quand même que vous associez à ces décisions. Ce n'est pas que nous nous associons. Nous sommes obligés de subir ce que la dictature veut nous faire subir. Malheureusement. Ce qui nous fait mal avec cette décision aussi, c'est le relèvement de plus de 500% du cautionnement. Parce que les dernières élections législatives, moi, j'avais participé. Et la caution qu'on nous avait fixée, c'était 100 000 francs. Les femmes avaient payé 50 000 francs. Mais qu'est-ce qui fait que de 2018 à 2024, on relève ce cautionnement à 500 000 francs? Le but, c'est quoi? C'est de dire qu'entre-temps, les Togolais se sont enrichis en plus? Ou bien c'est toujours la manière de vouloir écarter la majorité des Togolais de la chose publique? Je crois que l'intention, c'est ça. On veut gouverner pour une minorité. Et ce n'est pas normal. J'interpelle à ce niveau également le chef de l'État. Je voudrais vraiment qu'il regarde de près cette affaire parce que je ne sais pas si on lui a bien expliqué que cette façon de faire, c'est une manière d'accentuer ce que nous pouvons appeler l'exclusion de beaucoup de Togolais de la chose publique. Parce qu'il s'agit de ça. Bon, les Togolais aujourd'hui sont très pauvres, sont misérables, sur tous les bords. Il a dit lui-même que c'est une minorité qui conserve le pouvoir d'achat dans le pays. Et aujourd'hui, la grande majorité des Togolais qui attendent ces élections-là pour s'exprimer, ou bien pour demander le suffrage des Togolais, on veut encore les exclure. Alors, en fixant le taux de cautionnement à 500 000 francs pour les hommes et à 250 francs pour les femmes. Avec un Togolais de la diaspora par rapport à la caution 500 000, quand il me dit que c'est une bonne chose parce que tout le monde n'est pas appelé à faire la politique, parce que c'est quand on fixe la caution à 50 000 par exemple, monsieur tout le monde peut arriver et c'est là où il y a la corruption. C'est qui monsieur tout le monde? C'est que tout le monde, bon, quand vous parlez, qui, monsieur, tout le monde? Vous parlez de 100 000, 50 000, tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qui n'est pas tout le monde, s'il vous plaît. Les gens peuvent avoir la capacité intellectuelle et la volonté de travailler pour leur pays en étant juste, droit et puis intègre. Alors que d'autres qui ont de l'argent, qui vous dit que ceux qui ont de l'argent, eux ne sont pas achetables. C'est plutôt eux à qui on dit que les choses de faire, ils le font. Donc, je crois que cette façon de voir les choses n'est pas juste. Dire que tout le monde, non. Il ne faut pas que les gens considèrent les Togolais de cette manière-là. Je ne suis pas d'accord. Parce que c'est encore une manière d'accentuer la gouvernance pour la minorité. Ce n'est pas normal. Il faudrait que le chef de l'État demande à son gouvernement de revenir sur cette question de cautionnement. Alors, parce que c'est très important pour les Togolais. Parlons de comment est-ce que la répartition sera faite par rapport aux 113 députés. Vous avez suivi le ministre Christian Témoin, qui est le porte-parole du gouvernement, vous l'avez suivi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la répartition? J'ai beaucoup de choses à dire. Parce que depuis hier nuit, lorsque on a lu le décret, j'attendais de voir les précisions par rapport aux chiffres qu'on aura donnés aux circonscriptions électorales par rapport au découpage. Je l'ai eu tardivement et je pense que
c'était autour de 23 heures que j'ai pu avoir ce chiffre. Et donc, je me suis dit quand même que je vais m'imposer un exercice. Et j'ai passé beaucoup de temps dans la nuit pour analyser ces chiffres-là. J'ai bien analysé ces chiffres. Donc, j'ai des choses à dire par rapport à ça. Vous me permettez? D'accord, allez-y. Vous avez, quand le nombre de députés était à 91, d'après les derniers recensements, recensement général, la population du Grand Lomé est passée à 2 188 000. Ça veut dire que 218 000 personnes avaient un député à Lomé. 218 000. Aujourd'hui que le chiffre est passé à 14, c'est-à-dire bon, Golfe, à Guenivé, c'est passé à 14, et nous avons 156 312 personnes pour un député. Dans la région maritime, il y avait 15 députés avant. Aujourd'hui, il y en a 17. La population dans la région maritime est de 1 346 000. Ce qui veut dire qu'avant, c'est 89 774 personnes pour un député. Aujourd'hui, c'est 79 000. Ça a diminué aussi. Il y avait 26 députés avant pour la région des Plateaux. Pour une population de 1 635 946 personnes. Ce qui veut dire que 62 000, il y avait un député pour 62 000 personnes avant. Aujourd'hui, dans la région des Plateaux, le nombre de députés de sièges est passé à 31. Ça veut dire que 52 000 personnes, 52 772 personnes pour un député dans la région des Plateaux. Dans la région centrale, il y avait 12 députés avant. Actuellement, il y en a 16. Avant, c'était 79 000 personnes. Ah non, la population, c'est 795 000 et 66 000 personnes pour un député. Aujourd'hui, c'est 49 000. Ainsi de suite. La région Kara, 16 personnes avant. Aujourd'hui, c'est passé à 19. Et le nombre de la population, 985 512, 61 000 personnes pour un député. Bon, alors, quand vous voyez tout ça, la région d'Assabane, il y avait 12, aujourd'hui il y a 16. Ça fait que 71 000 personnes de la région de Savane pour un député. Alors, pourquoi cette disparité encore, si nous voulons véritablement corriger les choses? Alors, quand vous allez dans les détails des chiffres, vous constaterez que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour avantager certaines circonscriptions électorales par rapport à d'autres. Parce que si vous prenez le cas de Blita, pourquoi Blita aurait 4 députés? Le cas de Sotoubois, pourquoi on va augmenter le chiffre à Sotoubois? Je prends un autre cas. Vous savez, la région de Plateau. Avant, Koloto, la préfecture de Koloto, englobait Daï, Belé, Agou et Koloto même. Ils avaient avant 4 députés, 4 sièges. Après le saucissonnement de cette préfecture, il y a aujourd'hui la préfecture de Pelé qui a 2 sièges, Daï qui a 2 sièges, Koloto qui a 3 sièges et Agou qui a 2 sièges. Donc, une circonscription électorale qui avait avant 4 députés se retrouve aujourd'hui avec 3 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 8 députés. Non, 9 députés. Vous voyez comment on fait les choses? Et au même moment, la préfecture du Golfe et celle d'Aguenivé, pourquoi on ne veut pas tenir compte du nombre de la population dans cette région-là pour octroyer les sièges qu'il faut? Moi, je sais que les sièges qui ont été octroyés à certaines préfectures, circonscriptions électorales comme Sotoubois, Blita, etc., devraient normalement, si on veut équilibrer un tant soit peu les choses, devraient normalement revenir à la région de Grand Lomé, qui aujourd'hui se trouve encore lésée par rapport à toutes les régions. Donc, voilà ce qu'ils veulent créer, enfin ce qu'ils veulent faire comme correction, mais en voulant corriger, ils ont encore aggravé l'injustice ailleurs. Et en faisant les choses de cette manière-là, je me demande, bon, parce que si on est obligé d'arriver à 113 députés, c'est parce qu'il y avait des erreurs qui avaient été commises. Je vous donne le cas de Koloto, par exemple, qui a été éclaté en 4 préfectures. Et aujourd'hui, chacun de ces préfectures sont obligés d'avoir deux sièges. Et c'est ça qui augmente les chiffres.
bon, le fait de donner 4 sièges à Sotoubois, 4 sièges, non, je crois que c'est 3 à Sotoubois et 4 à Blida, etc. Bon, c'est des injustices qu'il crée. Et demain, pour corriger cela, ça sera encore notre problème. Donc, on ne peut pas vouloir faire les choses en corrigeant les injustices tout en créant d'autres. Donc, voilà un tout petit peu ce que nous avons remarqué à travers ces annonces. Et je crois que tout se fait pour la conservation du pouvoir. Et nous sommes dans une république. Il faut que les gens du RPTUI le sachent, que dans une république, le pouvoir ne doit pas être pour certains indéfiniment et qu'on doit empêcher l'alternance. Cette manière de faire, c'est d'empêcher l'alternance. Et donc, il faut que les Togolais se réveillent, il faut que nous comprenions très bien les choses, qu'on ne travaille pas pour la majorité, mais le gouvernement actuel travaille pour la minorité. Et nous devons tous nous mobiliser pour arrêter cela. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur ces deux numéros, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Monsieur Gérard, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, du courage. Merci. Je pense que Dieu est avec le peuple affamé. Et je pense que le régime RPT, et il continue son petit bonhomme de chemin, en plaçant toujours le sortir de la force brutale d'appeler la population dans les rues pour les mater. Et je pense que le style de RPT unir, tout le monde le connaît, c'est-à-dire ce n'est pas du nouveau. Les chiens à la caravane pas comme le passé, mais pour cette fois-ci, je pense que le peuple est toujours debout. Et la communauté internationale, la CDAO, doit être témoin à tout ce que le régime RPT a fait de faire. Si on veut tenir compte de la capacité ou bien du pas la crédibilité du chef de l'État qui est à l'extérieur, qui a fait du travail pour les autres, pour apaiser la population. Alors, ceci dit que le président Pogna veut amener les gens, ou bien l'opposition, à boycotter les élections ou à aller dans les rues pour les mater. Je pense que toutes ces deux options-là, lequel il faut choisir et quelle stratégie l'opposition doit tenir aujourd'hui pour aller à la tenance dont tout le monde cherche. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Hello. Monsieur my brother, how do you do? I'm fine, thank you very much. Today is English Day. Thank you. Bon, revenons à nos moutons. Monsieur Atia, voilà la caravane passe encore au Sénégal. La CDAO a voulu parler, la France a dit qu'il a tapé sur la bouche. Et c'est fini. Bon, maintenant, monsieur Atia, voilà les élections proches. Vous aboyez. Qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter tout cela? Quelqu'un venu hier sur les antennes que vous voulez acteur politique, il va fabriquer des bons textes. On a déjà des bons textes, comme des Ouattara et Macky Sall. Mais c'est que la tête est pourrie. Bon, maintenant, voilà, Louia, il est à Rome, à l'Italie, là-bas, ça mis ses familles, les pigeons, au Basanzo, agriculteurs et éleveurs. Après la prison, il n'y a pas autre du message à expliquer nous-mêmes. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que d'autres auditeurs appellent, vous avez suivi M. Pelé qui est en train de peindre deux tableaux, boycottés ou descendre dans la rue. Bon, nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Madame ici, bonjour. Monsieur Adja, j'aimerais vous demander là, Oui. où est-ce que c'est écrit dans notre constitution que c'est le même régime qui doit organiser seul toutes les élections en catimini depuis 60 ans là? C'est écrit où? Tout cela c'est de la haute trahison, porter plainte, c'est tout. Hein? Ils ne font rien dans les normes, ils ne respectent aucun article. Pour le régime, et ils ont leur constitution à eux.
c'est-à-dire que la position que le Togo s'est donnée, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur problème. C'est de la pure et trahison de part en part. Porter plainte pour nous laisser vivre, quoi. Merci beaucoup à madame. Ici, Nana FM, allô? Albert, bonjour. Oui, Albert, bonjour. Oui, bonjour à l'invité. Bonjour, Albert. Pour moi, je pense qu'il faut réfléchir à d'autres stratégies au lieu de dire à chaque fois que le régime prend une décision qu'il faut que la population se mobilise pour arrêter. La population ne se mobilise pas et on n'arrête rien et on continue. C'est le temps mieux de réfléchir, même si les décisions du gouvernement ne sont pas bonnes, d'éduquer autrement la population pour que même s'ils sont le terrain du régime, de pouvoir le battre. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Pélé qui présente deux tableaux, soit boycotter les élections, descendre dans la rue, lequel choisir? Et il vous demande quelles sont les stratégies pour atteindre l'alternance. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dido Gomé, bonjour. Monsieur Gérard Adia, bonjour. Bonjour, Max. Moi, je voudrais donner un seul conseil. C'est les coalitions dans les bureaux de vote pour sécuriser les votes. Parce que seul UNIR, parce que UNIR utilise l'administration pour, comme c'est des partisans, ce qui n'est pas normal. Maintenant, dans tous les partis politiques, je ne vois pas un seul qui puisse couvrir tout le territoire comme le fait UNIR. Donc, et comme vous n'êtes pas arrivé à vous coaliser avant d'aller au vote, au moins coalisez-vous dans les bureaux de vote pour sécuriser les votes. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Alors, on va donner la possibilité à l'invité de répondre. Boycotter, descendre dans la rue, quelle stratégie pour atteindre l'alternance tant recherchée? Je crois que nous devons pratiquer la politique de Nini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas boycotter à cette étape parce que le boycott n'a jamais produit de bons résultats, de bons fruits pour les Togolais. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller aux élections à tout prix, mais il faut que nous continuions par nous battre pour que ce qu'il peut être encore sauvé soit sauvé. Bon, pour l'heure, nous continuerons d'insister et puis nous allons saisir les instances qu'il faut pour faire entendre raison au pouvoir actuel parce que ce n'est pas normal que eux qui n'ont plus de légitimité nous imposent tout cela. Mais bon, c'est la politique de la force, du passage en force. Mais ça, là, n'amène pas toujours loin. Parce que le pays a besoin d'une refondation. Et donc, cette façon de faire les choses ne nous honore nulle part. Nous espérons que cette date aussi qui est fixée sera respectée. Et que le cas du Sénégal, on ne le verra pas au Togo. Alors, donc les citoyens n'ont qu'à se tenir prêts à toute éventualité. Parce que c'est à eux, au finish, de régler cette affaire. Il ne faut pas que les gens pensent que ce sont des hommes politiques qui peuvent régler cette affaire. Non, je ne cesserai jamais de le dire. Il faut une mobilisation nationale, une mobilisation citoyenne pour arrêter ce qui se passe au Togo. Tous les citoyens. Je n'exclus personne, parce que même ceux qui sont dans l'administration et ont des salaires dérisoires, ceux qui sont dans les marchés, dont les marchés se brûlent tout le temps, ceux qui sont un peu partout, mais il n'y a pas de pouvoir d'achat pour que les gens viennent acheter. Mais levons-nous pour dire non, parce que nous n'allons pas subir une politique qu'on nous impose, qui ne nous arrange pas et que nous allons continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas une fatalité. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Justin. Monsieur Justin, vous nous appelez de... Oui, je voudrais demander à votre invité, oui, dans son analyse, pourquoi il n'a pas parlé de si le gouvernement a tenu compte des propositions du cadre permanent de discussion. Pourquoi il n'a pas parlé de critères géographiques de répartition? Pour au moins qu'il nous ressorte ça, on verra si son raisonnement est logique
Il ne suffit pas de condamner le gouvernement et ne pas nous expliquer exactement les choses. Vous refusez de participer au CIPC, au CPC, et on fait des propositions. Bon, après, vous rejetez tout. Qu'est-ce que vous avez à proposer concrètement? Merci. Merci à monsieur Justin. Alors, avant d'arriver à la question de monsieur Justin, monsieur Gallo qui pense qu'aujourd'hui le train est déjà en marche, le chien aboie, la caravane passe. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter ce train qui est déjà en marche? Il faut que... Qu'est-ce que nous allons faire? Oui, qu'est-ce que les Togolais doivent faire? Les Togolais n'ont qu'à se mobiliser ensemble pour que l'opportunité qui nous est donnée et qui est le seul moyen légal aujourd'hui de faire changer les choses, ce sont les urnes. Donc d'abord, il faut que les Togolais se mobilisent pour aller massivement, pour aller sanctionner le régime qui est en train de nous imposer cela. Donc, première chose à faire, c'est de se mobiliser pour que dans les urnes, au moins, nous ayons ce pouvoir-là, nous puissions exercer ce pouvoir. C'est très important. Ensuite, il faut que nous, qui sommes des acteurs politiques et qui voulons participer à ces élections, nous puissions nous organiser, nous aussi, à notre sein, pour que, au niveau des candidatures, au niveau de la collecte des résultats, au niveau du placement des candidats, etc., nous puissions être stratégiques à ces niveaux-là pour que nous donnions la chance aux citoyens d'avoir l'alternance à partir des urnes. Donc, ce qu'on peut faire, la mobilisation au niveau citoyen, l'organisation au niveau des acteurs politiques et le contrôle citoyen du vote. Il faut que les citoyens se donnent eux-mêmes le devoir de contrôler le vote qu'ils vont aller déposer dans les urnes. C'est très important parce que nous ne pouvons pas subir cette dictature électorale tout le temps. Alors, Massa Dadido Gomé, Albert aussi qui vous demande de réfléchir à d'autres stratégies au lieu d'appeler chaque fois le peuple à réagir alors que vous savez, chacun est concerné par ce problème, chacun. Donc si certaines personnes trouvent qu'il y a mieux à faire, ou bien ils ont d'autres idées qui peuvent nous aider, bon, nous sommes receveurs, nous sommes preneurs. Donc, nous réfléchissons, peut-être que notre réflexion n'a pas encore atteint ce niveau-là. Si certaines personnes ont des idées à nous donner, bon, nous sommes là disponibles pour écouter tout le monde. Alors, Master Dido Gomé qui vous demande de faire des coalitions dans les bureaux de vote. Oui, c'est une idée qui est possible et qui est d'ailleurs une pertinente idée. La coalition pour aller aux élections, ce n'est pas encore exclu parce que nous sommes en discussion avec pas mal d'acteurs politiques pour essayer de définir la stratégie idoine pour pouvoir aller battre le pouvoir qui veut passer par tous les moyens pour pouvoir se donner encore une certaine majorité, ce qui n'est pas normal parce que ils l'ont toujours eu par calcul politique. Cette fois-ci, il faut que nous soyons vigilants pour pouvoir arrêter tout cela. Donc, cette idée-là, elle n'est pas exclue. Nous verrons bien comment on va travailler là-dessus. Alors, par rapport à la question de M. Justin, aujourd'hui, on sait que pour la répartition des sièges, on se base sur plusieurs critères, donc les critères démographiques et les critères géographiques. Et il demande, vous avez déjà parlé des critères démographiques, alors pourquoi vous n'êtes pas revenu sur les critères géographiques? Vous savez, il faut que tous ceux qui veulent parler des choses politiques comprennent un tout petit peu comment les choses se font. Tout à l'heure, lorsque je donnais mes chiffres, je sais qu'il faut tenir compte du critère démographique, prioritairement, et à un pourcentage très élevé. Parce que ce sont des hommes que nous dirigeons. Ce sont des hommes pour lesquels nous devons faire les lois. Ce n'est pas pour les territoires. Donc, on ne va pas vouloir équilibrer le critère démographique avec le critère géographique. J'ai bien parlé du critère géographique. Par exemple, dans la région des plateaux, il faut 52 000 personnes pour un député. Dans la région centrale, c'est 49 000 personnes. Bon, ce n'est pas égal, mais c'est à peu près égal. Dans la région de la Kara, 51 000. Bon, c'est qu'ils ont tenu compte à peu près du critère géographique à ce niveau. Mais c'est trop criard par rapport aux autres. Parce qu'on ne peut pas avoir un député pour 49 000 personnes dans la région centrale en ayant 79 000 pour la région maritime et 156 000 pour la région de Grand Lomé.
c'est trop distancé. Donc, il faudrait que les choses soient corrigées dans ce sens-là. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement le même nombre de populations pour un député dans toutes les régions, mais la façon dont c'est fait, c'est trop flagrant qu'il y a une inégalité. Surtout qu'ils ont empêché les gens de s'inscrire dans la région de Lomé. Donc, c'est fait un dessin. Donc, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Il n'a qu'à le comprendre. Il n'a qu'à faire un effort pour comprendre ça. Donc, les moyennes après ce découpage ne sont pas égaux. Ces moyens-là ne sont pas égaux. Donc, il n'a qu'à comprendre que j'ai tenu compte de ces critères dont tu parles. Alors, il parle également que toutes ces propositions ont été débattues au cadre permanent de concertation. Malheureusement, vous ne participez pas aux activités du CPC. Je ne crois pas que ce cadre est bon à quelque chose. Je ne crois pas. Parce que nous avons décrié tout le temps ce cadre. C'est à cause d'eux que tout cela arrive. S'ils, eux, n'avaient pas cautionné ce genre de choses, je crois que nous ne serons pas à ce niveau. Donc, c'est vrai, nous ne participons pas au cadre de discussion au CPC. Nous avions demandé que le cadre soit reformé. C'est pour ça que nous avons demandé une assise. S'il y avait une volonté politique, on aurait créé ce cadre-là pour que des discussions sérieuses se passent. Parce que nous estimons que ce qui se passe au sein du CPC n'avantage pas les Togolais. Nous voulons travailler dans l'intérêt des Togolais. Nous ne voulons pas travailler dans l'intérêt de la minorité. Alors, M. Adja, et si le gouvernement accepte aujourd'hui de vous accorder ce que vous voulez pour participer aux discussions et ça n'avantage pas d'autres formations politiques, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aura un autre cadre? Pourquoi ça n'avantagerait pas d'autres formations politiques? Qui gagne dans ce qui se passe? Qui gagne? C'est unir ceux qui gagnent dedans. Aujourd'hui, vous dites et ceux qui font les calculs pour aller négocier. Le CPC n'est pas le cadre approprié, mais pour certains, c'est approprié. Le jour où vous aurez votre cadre approprié, ça ne le serait pas pour certains aussi. Vous savez, nous disons que ce qui doit se faire n'a qu'à se faire dans l'intérêt général. Il ne faut pas privilégier certains par rapport à d'autres. C'est tout ce que nous demandons. Et nous constatons malheureusement que ce qui se fait au sein du CPC, ce n'est pas dans l'intérêt des populations, tout simplement. Et si c'était le cas, nous n'allons pas voir tout ce qui a été fait hier à Conseil des ministres avec ces décrets en défaveur de la population. On ne peut pas dire que les gens n'ont qu'à payer 700 000 francs pour une caution. Ça aussi, c'est décidé au sein du CPC. C'est eux qui ont décidé ça. Si c'est eux qui ont décidé ça, c'est malheureux. Si c'est au CPC qu'on a décidé que là où le cautionnement pour un candidat, ça fait 500 000 francs, alors ceux qui ont participé à ce cadre de discussion-là, ils ont beau faire. Hein? C'est pas normal. Quand même. Alors, vous allez me dire que cette décision, c'est une bonne décision. Que le cautionnement soit fixé à 500 000 francs. Maintenant, quand on réduit de moitié la caution pour les femmes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de vos formations politiques, vous allez encourager les candidatures féminines? Bon, c'est la politique. Il faut encourager la candidature féminine. Bon, mais encore faut-il qu'il y ait des femmes qui soient capables de s'engager politiquement. Il y en a certaines, mais beaucoup d'autres n'ont pas le courage parce que compte tenu de la façon dont la politique se passe chez nous au Togo, ce n'est pas tout le monde qui a le cœur, hein, le cœur de pouvoir affronter ces épreuves qui sont liées à la réalité politique dans notre pays. Donc c'est ça qui fait que, bon, on diminue pour pouvoir encourager les femmes, mais bon, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas de diminuer de la moitié le cautionnement, ce n'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs. Alors, il y a un auditeur qui vous demande tout ce qu'il faut pour le scrutin désormais connu. Quel score veut avoir la DMP aux législatives et aux régionales si elle est de la course? Bon, nous travaillons, notre objectif en allant à ces élections, c'est d'opérer l'alternance. L'alternance que le peuple avait décidé lors des élections de 2020 et que nous n'avons pas pu concrétiser. Nous pensons naturellement que les prochaines élections législatives et régionales doivent être une occasion de faire la révolution électorale. Hein? Comme ça s'est passé en 2020, nous voudrions que cela soit réédité et que à la sortie des urnes, que la DMP soit proclamée majoritaire, enfin ayant la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. C'est notre ambition en tout cas et nous travaillons pour ça. Donc les Togolais n'ont qu'à se dire que les prochaines élections législatives, c'est l'occasion d'une autre révolution électorale, comme ce fut le cas en 2020.
Aujourd'hui, nous sommes le 9 février, le 13 avril. Est-ce que vous avez les moyens disponibles pour être représentatif à ces élections? Nous travaillons sur les moyens et nous en aurons. Maintenant, quel travail vous allez faire sur le terrain? Parce que, entre-temps, vous le disiez, il faut expliquer aux gens, il faut faire comprendre au peuple togolais les enjeux de ces élections. Quel travail sera fait sur le terrain? Tout d'abord, les Togolais n'ont qu'à comprendre que la vie chère qu'on nous impose, ce n'est pas une fatalité. C'est la manière de gouverner qui nous met dans cet état de pauvreté. Et donc, il faut que tout le monde comprenne que je ne peux pas être dans la misère tout le temps. Et, première chose. Donc, il faut que tout le monde se rende conscient que ce qui m'arrive là, quelque part, c'est moi-même qui participe. Il faut que ce saut d'orgueil, chacun puisse l'avoir. Ensuite, nous allons nous organiser sur le terrain pour que les élections, lorsque les gens vont aller déposer leurs urnes en notre faveur, nous puissions sauvegarder ça. Et les citoyens aussi n'ont qu'à faire leur travail de citoyen pour dire, mon vote, personne ne doit toucher à mon vote. Donc, ce travail de conscience, de conscientisation, de sensibilisation, nous allons le faire sur le terrain. Mais il faudrait que tous les citoyens se mobilisent autour de ces élections qui arrivent. Et c'est ça ce que nous demandons aux gens. Tout le monde n'a qu'à se mobiliser autour de ces élections-là pour qu'à la sortie de ces élections, le pays change de visage. Alors, au-delà des moyens financiers, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que la DMP est prête aujourd'hui pour le 13 avril? Les élections ont été annoncées pour l'année 2023. Nous nous sommes préparés pour l'année 2023. Tout récemment, le chef de l'État a dit que bon, ce sera pour le premier ou le dernier trimestre de 2024. Nous nous sommes préparés pour le premier trimestre de 2024. Maintenant, qu'on le pousse au deuxième trimestre, bon, dites-vous que nous sommes prêts pour aller aux élections. Et nous ferons tout pour aller aux élections. Et les Togolais n'ont qu'à nous faire confiance. Que nous travaillons dans leur intérêt. Eux aussi doivent participer pour que ensemble nous puissions aller gagner. Et c'est ça notre mot d'ordre. Chacun n'a qu'à faire sa part pour que au sortir de ces élections, nous puissions réaliser l'alternance. Un auditeur vous demande également, est-ce qu'aujourd'hui vous avez les ressources humaines qualifiées et disponibles pour ces élections? Nous continuons par recruter tous ceux qui veulent travailler dans l'intérêt du peuple togolais et de manière honnête, sincère et louable. Les ressources humaines, il y en a au Togo, nous continuons par les recruter. Il y a des gens qui viennent tous les jours, il y a des gens qui se mobilisent pour pouvoir travailler pour nous. Et donc, nous voulons juste tester la capacité de résistance de tous ceux qui veulent être avec nous et leur honnêteté, tout simplement, parce qu'il ne faut pas aussi accepter tous ceux qui veulent pour qu'on soit infiltré, pour que des choses qui ne doivent pas être faites nous soient finalement défavorables. Parce que on dit souvent que quand tu as été piqué, mordu par le serpent, on craint même le ver de terre. Donc nous avions eu beaucoup d'expériences malheureuses, malheureusement, dans ce genre de choses. Nous nous préparons très activement pour pouvoir parer à toutes les éventualités. Donc les ressources humaines, nous les avons, nous continuons par les recruter. Alors, quelles seront les premières actions sur le terrain, maintenant que vous savez que les élections sont prévues pour le 13 avril prochain et la campagne démarre déjà à partir du 28 mars et ce jusqu'au 11 avril. Quelles seront les premières actions sur le terrain? Ne me poussez quand même pas à dévoiler nos stratégies ici, parce que stratégie, c'est stratégie. Je ne vais pas parler de nos stratégies ici. Donc, comprenez tout simplement que nous avons aujourd'hui la date qui est fixée, le corps électoral est convoqué. Nous allons peaufiner tous ceux qui doivent être candidats parce que nous avons déjà la liste, mais il y a encore des négociations à ce jour. Donc, il faut que nous arrivions à intégrer toutes ces données pour avoir des listes gagnantes, des listes gagnantes. Et puis, nos équipes qui travaillent sur les opérations électorales doivent maintenant s'activer pour peaufiner toute leur stratégie pour être prêts à 100%.
et puis ceux qui doivent contrôler et faire circuler les résultats, eux aussi, ils sont en train de s'activer. Donc, il y a toute une mobilisation qui va être lancée. Et puis sur le terrain, ceux qui sont nos antennes un peu partout sur tout le territoire, ils sont en train de déjà s'organiser pour pouvoir se lancer dans la campagne. Si vous avez un message à l'endroit des populations, ce sera lequel? Que tout le monde s'organise pour aller voter massivement, parce que c'est le moment pour nous et c'est le seul moyen qui nous est donné pour nous exprimer. Donc, il faut que les gens aussi discernent bien ceux qui peuvent travailler pour l'intérêt général. Et ce discernement aussi, j'invite les Togolais à le faire, parce que ce n'est pas tous ceux qui disent je suis ceci, je suis cela, qui travaillent dans l'intérêt supérieur des Togolais. Donc chacun n'a qu'à avoir un esprit de discernement, mais surtout que tous les citoyens se mobilisent autour des prochains votes. C'est très important. Donc vigilance à tous, et puis la grande mobilisation, c'est le moment de le faire. Et des négociations de couloir vont commencer déjà à partir de ce matin? Et quel genre de négociations de couloir vous voulez parler? Non, entre vous, opposition, quand vous parlez de... Il faut faire des... Bon, c'est évident que, bon, il faut que les acteurs politiques puissent se retrouver pour définir les meilleures stratégies pour gagner. Donc, avec ça, nous ne pouvons que demander à chacun d'être sérieux, d'être honnête dans ce que nous voulons faire, tout simplement. Nous disons merci à Gérard Adja, secrétaire exécutif de la DNP. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en onde par Nestor Boulot. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.